tranche la première composante, qui est la moyenne arithmétique, sa moyenne arithmétique. Je prends la deuxième variable, je lui tranche sa moyenne arithmétique, qui est la deuxième composante de G. Donc, la matrice était 1, 2, 1, 3, puis 2, 6, 2, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, de cette matrice vers la matrice centrée. Vers la matrice centrée. Donc, ça va être 1 moins 2, 3 moins 2. Ensuite, je prends la deuxième variable, 6 moins 4, 2 moins 4. Et je récupère Y, qui est la matrice centrée. D'accord? Une fois que j'ai récupéré cette matrice centrée, là, je peux calculer les variances, les écarts, tout ce que je veux, la covariance. Parce que si vous remarquez, dans toutes les formules qu'on avait données, c'était sur les données centrées. Donc, la variance, c'est la norme au carré. La norme au carré, donc la première variable, je prends la première variable, c'est moins centré, c'est moins 1. Donc, bien sûr, n'oubliez pas, c'est pondéré, il ne faut pas oublier le poids, c'est 1,5 moins 1 au carré plus 1 au carré. Donc, divisé par 2, c'est 1. N'oubliez pas ce que revient à chercher la norme de Y2. La norme de Y2 pondérée, c'est 1,5 fois, donc 2 puissance 2, c'est 4, moins 2 au carré, c'est 4. Donc 4 plus 4 divisé par 2, et donc 8 sur 2, c'est 4. D'accord? Une fois donc on a calculé les variances qui représentent les normes au carré, on peut calculer la covariance. La covariance qu'on a c'est un produit scalaire pondéré. Alors justement, comment il faut retenir les formules? Il suffit de les retenir comme ça. Donc il s'agit maintenant de la covariance. La covariance, ce n'est que le produit scalaire pondéré. Donc la covariance entre x1 et 2, ce qui revient à chercher la somme au carré. Donc 1 sur 2 fois la somme. Donc je fais ça, moins 1 fois 2 plus, donc là, d'accord, moins 1 sur 2 plus 1 fois moins 2. D'accord, fois 1 moins 2. Donc qu'est-ce que vous aurez? Moins 1 fois 2, c'est moins 2, plus 1 fois moins 2, c'est moins 2. Donc c'est moins 2, c'est moins 4 fois le poids 1,5. Donc c'est moins 4 sur 2, c'est moins 2, c'est négatif. Ici, donc, vous remarquez bien que la covariance, elle est négative, c'est-à-dire la liaison qui existe entre ces deux variables, elle est négative. Le sens, c'est négatif, donc ils sont dans le sens opposé. Elles vont être dans le sens opposé, ces deux variables. Ensuite, pour chercher l'intensité de la relation entre ces deux variables, on va passer par le calcul du rayon de corrélation. Donc, le sens de la liaison est négatif, donc le sens contraire. Le rayon de corrélation qu'on a, c'est la covariance divisée par les écarts, par la norme des modules. Donc, pour retenir, comment retenir la covariance, le produit scalaire, normalisé par les écarts. On a les écarts par les écarts. Car c'est la racine au carré, donc ce n'est que la norme de la variable. Je cherche le module. Le module pondéré, c'est quoi? Donc, c'est 1 racine de 1. Donc, tout à l'heure, on a calculé la variance, elle est là. C'est Rayleigh. Donc, 1,5, 1, c'est racine de 1. Donc, la norme pondérée, bien sûr. Donc, c'est la racine 1,5, 1 plus 1, c'est 2. 2 sur 2, c'est 1. Racine de 1, c'est 1. Donc, l'écart, le module de Y1, c'est racine de 1, c'est 1. Le module, donc la norme de la deuxième variable, ça va être 1,5. 4 plus 4, c'est 8. 8 sur 2, c'est 4. Racine de 4, c'est 2. Donc, sigma x, l'écart de la première variable, c'est racine de 1.
l'écart, la norme la deuxième variable centrée, c'est racine de 4, c'est 2. Donc ici, j'aurai racine de 1, ensuite c'est racine de 4. Vous suivez, s'il vous plaît? Donc, j'ai donné cet exemple exprès avant de passer au nuage de points constitué de n variables, avant de passer à la CP. Donc, je préfère j'ai donné ce petit exemple-là pour mieux éclaircir donc, les notions de base. Après, comme ça, vous pourrez me suivre après. D'accord? C'est bon? Très bien. Donc, je le calcule. Ce rayon, c'est moins 2, divisé racine de 1, c'est 1, racine de 4, c'est 2, c'est moins 1. Et si la valeur c'est moins 1, ça veut dire que l'angle entre les deux variables est égal à pi à 180 parce qu'on avait dit c'est le cosinus, c'est cos pi qui est égal à moins 1. D'accord? Autrement dit, donc les deux variables, elles sont collinéaires. Elles sont collinéaires mais de sens contraire, ça veut dire l'angle ne serait pas 0, mais c'est pi. Donc une est dans le sens contraire de l'autre. Ce résultat, justement, parce que le but de la CP et tout, c'est de visualiser les variables et toutes les données. Donc, on peut visualiser ces deux variables dans le plan. On a deux individus déjà. Donc, n'oubliez pas qu'on a un individu, c'est un vecteur libre et il appartient à l'espace des variables. Et n'oubliez pas, quand vous prenez une variable, elle appartient à l'espace des individus. Comme on a une matrice à deux variables, donc à deux individus, donc on va les présenter, les deux variables, dans l'espace des deux individus. Individu 1, individu 2. Y1, donc c'était moins 1 et 1. Et Y2, c'était moins 2, 2. Donc c'est pratiquement le double. Et donc, avec une corrélation linéaire, d'accord? Donc là, donc l'angle égale à pi. Et donc, les deux variables, elles sont présentées dans ce sens-là, comme ça, dans l'espace de dimension 2. D'accord? Très bien. S'il n'y a pas de questions, on peut continuer. On peut continuer, c'est bon? Donc là, c'était d'une manière générale quelques notions de base, quelques définitions, quelques rappels, avant de commencer l'analyse des points. On passe maintenant à l'analyse des points. Alors, avant de passer à l'ACP, c'est-à-dire comment construire les variables, et on a un ACP, c'est déterminer de nouvelles variables. Mais ces nouvelles variables ne sont que à base de nouveaux axes principaux. Donc, la première tâche consiste à déterminer ces axes principaux. D'accord? Pour déterminer ces axes principaux, l'opération, elle réside dans l'analyse des points. D'accord? Parce que pour déterminer un nouveau axe, ça veut dire que vous réduisez le nombre de variables. Donc, vous êtes en train d'analyser des points, les points qui sont donc, ou bien sûr, on va travailler dans le nuage des individus, c'est-à-dire on prendra en considération les variables, parce que la CP, c'est dual. Vous allez voir après dans la CP, on peut faire l'étude sur le nuage des individus, on peut faire l'étude sur le nuage des variables. Après, vous allez voir que on n'est pas obligé de refaire tout le travail. On va le faire juste sur un seul nuage et sur l'autre nuage, il y a des relations qui nous permettent de passer d'un espace vers un autre. Donc, c'est dual, c'est logique. Pourquoi? Parce que, ou bien vous lisez la matrice en ligne ou bien en colonne, c'est la même chose. Chaque composante représente une donnée. Donc, c'est dual, c'est complémentaire. Donc, un espace est suffisant. Il y a des relations qu'on appelle relations de transition. Elles nous permettent de passer d'un nuage vers un autre. D'accord? Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, construire de nouvelles variables. Une variable, donc vous remarquez bien, représente un axe. Donc, il faut déterminer ces nouveaux axes. Pour déterminer ces nouveaux axes, vous allez réduire le nombre d'axes initiaux. Et donc, vous avez commencé l'analyse des points. Donc, on commence par l'analyse des points. Comment déterminer ces nouveaux axes? Ensuite, on passera aux étapes de l'analyse en composante principale qui consiste à déterminer les nouvelles variables.
D'accord, c'est clair? Alors, le but donc de l'analyse en composante principale, on a de réduire la dimension de l'espace des données. Donc, initialement, on a une matrice de données. Initialement, on a un nom de notre variable n. On aimerait bien le réduire à un espace Q. On aimerait bien que Q soit vraiment inférieur à n. D'accord? Et d'une manière générale, on oublie ou bien ou bien la meilleure façon de présentation, c'est entre 2 et 3, mais comme c'est inférieur ou égal, c'est pas grave. Avant de commencer d'arriver à un plan dimension 2, une chose est sûre, un plan dimension 2, il est constitué de deux axes, et donc deux axes perpendiculaires et de norme égale à 1. Donc, il faut d'abord voir comment déterminer un axe. Est-ce que c'est clair? Quand je dis un plan en général est constitué de deux axes, n'est-ce pas? Deux axes orthogonaux. Et donc, avant de passer à un plan, tout d'abord, c'est bien de voir les choses comment se font sur une droite, un axe. En bas, c'est facile. L'opération qui a été faite sur un axe, elle sera refaite sur le deuxième axe avec la condition que les deux axes soient perpendiculaires et on récupère notre plan. D'accord? C'est clair? Donc, c'est logique dans la construction. Très bien. La meilleure façon de réduire la dimension, c'est connu, c'est les projections. C'est les projections qui nous permettent de passer d'un espace à un espace de dimension inférieure. Ça, c'est connu en mathématiques. C'est une opération qui est très connue pour réduire l'information, mais pour réduire la dimension d'un espace, il suffit juste de passer aux projections. Par exemple, quand vous êtes dans R3, un objet, un point dans l'espace réel, R3, d'accord? Si vous voulez donc le représenter, par exemple, je prends un exemple très simple. Si vous prenez une image 2D, un des images 3D, donc en couleur objet réel, 3D, 3 dimensions, avec la notion de la profondeur. Par contre, quand vous prenez une image 2D, c'est-à-dire les points vont être au plan X, Y, on perd la notion de profondeur, avec le volume et tout, mais elle n'existe pas, et donc on n'aura que X, Y. Et on pourra donc présenter des images 2D, c'est-à-dire pour les objets, par exemple, c'est des silhouettes. Des silhouettes, noir sur blanc, ou bien blanc sur noir. Là, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on a projeté d'un 3D, d'un objet 3D, d'accord, sur donc un plan 2D. D'accord? Donc, l'opération, la procédure, c'est les projections. La projection, c'est consiste à étudier. Donc, tout revient finalement à étudier les projections. On projette quoi? Alors, ces points-là, on doit les projeter. Ou bien, donc, si on va travailler dans un plan, c'est-à-dire que tous les points sont présentés sur un seul axe. Donc, tout revient à projeter tout le monde sur cet axe, cette droite. Si vous travaillez dans un plan, tout revient à projeter tout le monde dans un plan, deux axes. Si vous travaillez dans un hyperplan, ça veut dire dimension 3, vous aurez trois axes. D'accord? Donc, trois axes se déduisent à partir de deux axes et deux axes se déduisent à partir d'un axe. Donc, on va commencer par un seul axe parce que toute l'opération, elle est là. Ensuite, ce sera déduction. Parce qu'à chaque fois, on rajoute, parce qu'à chaque fois, vous augmentez une dimension, ça veut dire vous rajoutez un axe. Et donc, vous rajoutez une information supplémentaire sur la construction de l'espace que vous voulez chercher. C'est clair? Donc, initialement, il faut connaître comment déterminer un nouveau axe. On va à la classe. Un plan, ce que j'ai fait pour le premier axe, je vais le refaire pour le deuxième. Donc, j'ai récupéré donc mon plan. Ce sera la même chose. 8 dimension 3, là, ce que j'ai fait pour les deux, je le ferai donc pour le troisième et je récupère mon hyperplan, dimension 3. D'accord? Alors, j'ai noté que 3 parce que c'est le plus important. Je peux aller vers un sous-espace de dimension supérieure à 3, c'est-à-dire 4, 5, 6 par exemple, ce sera la même chose. Donc, à 2 mots en général de base. Mais comme je vous ai déjà dit, non seulement réduire, mais dans le but de visualiser, la visualisation, bien sûr, se fait surtout dans 2 et 3. Et de préférence 2. Donc, on ne va pas aller plus loin parce que
la projection, la représentation va être difficile. Alors, cette détermination de ces axes est appelée, cette opération est appelée donc l'ajustement. C'est comment déterminer le meilleur ajustement du nuage, parce qu'on ajuste par un nouveau plan, un nouveau plutôt espace. Donc, cette opération s'appelle le meilleur ajustement du nuage par un sous-espace, donc de dimension Q. Q peut être égal à 1, 2, 3. Alors, on va commencer. Donc, s'il vous plaît, Naya, essayez seulement de me suivre. Il faut aller doucement. On va essayer d'aller doucement. Essayez de me suivre, s'il vous plaît. OK. Essayez de me suivre. Très bien. Alors, quand on dit ajustement du nuage par une droite, donc tout revient à chercher le meilleur sous-espace de dimension égale à 1. Donc, tout revient à déterminer le meilleur axe sur lequel on va projeter toutes les données. Autrement dit, on va chercher le meilleur axe, d'accord, qui est une droite, un seul axe, sur lequel on va projeter tous les individus. Parce que on veut réduire le nombre de variables, donc on va considérer les données, les individus présentés dans l'espace des variables et on aimerait bien réduire ces variables. D'accord? Donc, supposons qu'il y a une première partie. Donc, tout le travail revient à déterminer la droite delta U. Vous remarquez ce que j'ai noté delta U? C'est quoi qui va être le meilleur axe. Donc, tout revient à chercher la droite delta U, le nouveau axe. Vous remarquez bien que je l'ai noté séparément. Une variable, non, c'est un nouveau axe que vous allez construire. Lequel je vais décider, pardon, tous les individus, tous les points, toutes les données. C'est clair? Vous me suivez, s'il vous plaît? D'accord. S'il y a un problème, vous m'arrêtez. Hein? Alors, qu'est-ce que vous remarquez dans cette présentation, cette figure? J'ai mis la droite, je l'ai noté delta U, et vous remarquez en parallèle, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis un vecteur unitaire, petit vecteur U. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas, pour déterminer un axe, une droite, ou bien du manière générale une droite, il nous faut un vecteur générateur, d'accord? Qui soit de général de norme égale à 1. Qui m'a dit que le plan X, Y, il y a la base canonique, donc E1, E2, E3. On les présente pas. On ne les présente pas, mais ils existent, ces vecteurs. C'est eux. Alors, je répète, oui. Alors, je répète du paragraphe. C'est ça? Très bien. Alors, on avait dit que première opération, c'est comment terminer un axe, n'est-ce pas? Donc, on cherche le meilleur axe sur lequel, la meilleure variable, donc, autrement dit, on cherche la meilleure variable sur laquelle on va présenter toutes les données ou bien tous les individus. Donc, vous remarquez bien que j'ai noté XI, X1, Xm, Xm jusqu'à M. Donc, tous les points. J'ai pris tous les individus. Les individus initialement sont présentés dans l'espace des variables. J'ai mis à peu près 4, plus que 4, bien sûr. C'est plus, on a mis juste 4 parce que je ne les ai pas numérotés. Donc, c'est ça. Alors, l'opération consiste à faire quoi? L'opération consiste à réduire ce nombre de variables, les axes, en un nombre de variables en une seule variable. On va l'appeler bien sûr après composante principale, une nouvelle variable. La nouvelle variable, elle sera présentée par un nouveau axe. Ce nouveau axe, après tout un axe, c'est une droite. Donc, cette nouvelle droite. Donc, tout revient à déterminer cette droite que j'ai notée delta U. Vous voyez bien? Tout revient. Donc, première opération, c'est comment déterminer la meilleure droite, le meilleur axe sur lequel je vais représenter tous mes individus. Donc, ça, c'est le but qu'il faut bien retenir. D'accord? C'est clair pour le moment? Yanis? Vous me suivez, Yanis? Oui, madame, c'est clair, merci.
Hein, vous me suivez. Donc, c'est un problème, vous m'arrêtez. Très bien. Donc, c'est ça donc le but. En même temps, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que sur cette droite, j'ai mis là en rouge un vecteur U. C'est quoi ce vecteur? Parce que pour déterminer une droite, c'est vrai, qu'est-ce qu'on dit? On dit par 2 points, on peut faire passer une droite. Mais donc les 2 points vont représenter en général un vecteur unitaire. Donc, autrement dit, une droite est définie par un vecteur générateur. D'accord? Là, vous ne pouvez pas avoir une droite comme la touche vecteur générateur. Parce que habituellement dans les plans, x, o, y, x, o, y, z, il y a donc les vecteurs générateurs unitaires qui sont de nombre égal à 1, qui sont E1, E2, E3, la base canonique. D'accord? On ne les représente pas parfois, mais ils existent. C'est eux, donc les vecteurs unitaires de la H, à ce moment la base canonique, qui génèrent donc les axes. D'accord? Donc, pour déterminer cette nouvelle droite ou bien ce nouveau axe, et tout revient seulement à déterminer une. Qui nous prend une classe de la droite? Qui nous prend le vecteur générateur de la droite? La droite. Donc, finalement, l'opération Camel consiste à récupérer ce vecteur unitaire U de nombre égal à 1. Alors, pour le déterminer, tout revient à projeter. Donc, on cherche le meilleur axe sur lequel on peut projeter tous les individus, toutes les données. D'accord? Très bien. J'ai schématisé la projection. On a toutes les données, hein, donc tous les individus. J'ai pris seulement un XI quelconque. On m'a dit que ce sera la même chose pour tout le monde. Hein. Après, vous allez voir. Donc, un XI quelconque. Donc, je vais essayer de le projeter sur la droite. Un delta I. D'accord? Donc, la projection, quelle information? Petit XI. Donc, ce vecteur XI, individu, projeté sur la droite delta U, il va me donner comme information, comme résultat, le petit xi, n'est-ce pas? Je prends un vecteur, je le projette sur un axe, il faut bien avoir un résultat, n'est-ce pas? Alors, avec le module, dans le petit xi, il représente la réduction de la donnée de l'individu xi sur la droite delta i. Ça, ce n'est que le résultat pour xi. Ça va être x1, ça va être la même chose pour x3, parce qu'on dit m individu. Ce sera la même chose pour l'individu mème individu. D'accord? Donc, la projection de xi sur delta i, je vais la noter. X, elle représente la noter. Donc, il y a des individus et quoi ici, et ainsi de suite. Très bien. Qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente que le produit scalaire du vecteur x. Alors, si je veux regarder un petit rappel rapidement, parce que c'est des notions moins fines, on a l'habitude de les utiliser, mais on s'est familiarisé, on a des notions de base, on a oublié comment les résultats sont donnés. Quand vous êtes sur un plan X ou Y, c'est ça. Par exemple, et je prends par exemple X ou Y. X ou Y. En général, bien sûr, c'est pi sur 2, n'est-ce pas? On a la base canonique, donc E1, n'est-ce pas? On a le vecteur générateur E1, on a le vecteur générateur E2. Si je prends un point, supposons que vous prenez par exemple un point, un vecteur ici, quelconque, vous prenez un vecteur quelconque, par exemple, un vecteur quelconque. D'accord? Un de les coordonnées, par exemple, les coordonnées, par exemple, le 2 et 1, le 2 et 2, 2 et 1, par exemple. Donc, le 2 et 1. D'accord? Alors, que représente 2? 2 radiques, elle ne représente que, il ne faut pas oublier que 2, elle ne représente que la projection sur l'axe, là. D'accord? D'accord? Ou le 1, la valeur 1, elle représente la projection. Donc, je prends un autre ici, où le 1, c'est la projection sur l'axe perpendiculaire, sur l'axe des ordonnées. D'accord? Sur l'axe des ordonnées. C'est-à-dire,
elle est connue. Comme parfois, on s'est habitué, donc c'est pour ça. Donc, pour nous, c'est clair, c'est ça. Mais mathématiquement, il ne faut pas oublier que 1, c'est ça. Donc, mathématiquement parlant, il ne faut pas oublier que la composante 2, je peux la représenter, donc, c'est la projection sur le premier axe des x, ou 1, ce n'est que la projection. Donc, avec le résultat, ce n'est que 2. Qu'est-ce qu'il représente? Ce n'est que le produit scalaire. Le produit scalaire, tu as 2, tu as la norme, tu as le vecteur à la 2, 1, fois le vecteur unitaire, 1, 0. Donc, 2 fois 1, c'est 1, plus 1 fois 0, c'est 2. La même chose, la valeur ordonnée 1, ce n'est que le produit scalaire. Tu as 2, 1 fois le vecteur E2 qui est 0, 1. 2 fois 0, c'est 0. Plus 1 fois 1, c'est 1. Et donc, je récupère l'ordonnée, la deuxième composante, c'est 1. Donc, est-ce que c'est clair? Je vais dire comme juste un petit rappel. C'est bon? Fahmtou? C'est clair? Allô? Là, le message est... C'est bon? Fahmtou? Ce que je veux dire par ça? Personnellement, oui. Pour l'autre. D'accord, très bien. Très bien. Représente parce que pour le x, y, mais ces composantes ne sont que les produits scalaires du vecteur par le vecteur unitaire, le vecteur générateur. Donc, la même chose, c'est le principe qu'on va appliquer ici. La projection plus xi du vecteur donné indiqué à droite delta u, comment il se calcule? Comment elle se calcule cette projection? N'est que le produit scalaire, donc les deux. Résultat que vous connaissez, c'est le théorème de Pythagore. Pourquoi j'applique Pythagore? Donc là, en appliquant le théorème de Pythagore, qu'est-ce que c'est? Égale la norme, donc carré, la distance, donc son module. Très bien. Alors, pourquoi j'ai appelé, on va appliquer ce théorème? Parce que n'oubliez pas, on cherche la droite sur laquelle on va projeter tous les individus. Donc, ce qui nous compte, ce qui est important pour nous, c'est les XI, les projections. Donc, il faut savoir comment il faut bien calculer. Donc, on utilise le au carré. Elle se calcule comme on dit la projection. Ce n'est que la norme, donc XI au carré moins EI au carré. Très bien. C'est très, très, très important. XI au carré, ou bien XI, elle représente la projection de l'individu de la donnée sur le nouveau axe. Eh bien, elle va représenter la nouvelle information. Ce petit EI, qu'est-ce qu'il représente? Elle va représenter la perte de l'information. Parce qu'en général, quand je projette, bien sûr, je fais la projection, une chose est l'information. Petit x, l'information, d'accord? Ou la nouvelle information, et eux, la perte de l'information. L'inertie, elle représente la quantité d'information du nuage et elle est donnée par les variances, la somme des variances pondérées. On a, c'est la norme, c'est le donc initialement, on a dit la norme, c'est donc l'inertie, l'information initiale, l'information. EI, elle va représenter la perte d'information. Comme je cherche le meilleur ajustement, la meilleure droite, donc de préférence, il faut avoir quoi? Il faut maximiser l'information et minimiser la perte. N'est-ce pas? Axe dans la meilleure droite, donc il faut cette droite, il faut la choisir de telle sorte que l'information XI soit maximale ou la perte soit minimale.
Mais cette opération, elle n'est faite que, là, j'ai illustré pour un individu, mais là, on dit un nuage. Donc, ça sera maximiser Hadi. Donc, finalement, tout revient à maximiser la somme de toutes les nouvelles informations et minimiser l'erreur. Donc, pour avoir la meilleure droite, donc, elle représente l'information projetée, donc la nouvelle, et eux, elle représente l'information perdue. Bien sûr, pour réduire la dimension, donc il faut maximiser l'information, ce qui revient à minimiser la perte. Ça, on va le généraliser pour tous les individus, donc cette notion, ce principe, on va le généraliser pour tous les individus, pour les M individus. Donc, pour déterminer la droite delta U, d'accord, il faut avoir l'information totale maximale, c'est clair. Pour l'avoir, donc il faut projeter tous les individus sur la droite et choisir U. Donc il faut choisir U de telle sorte que la somme xi au carré soit maximale. Donc finalement, le problème, c'est quoi? Pour déterminer U, pour déterminer U, petit U, donc on a, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste maximiser Hadia de telle sorte, donc il faut choisir U, de telle sorte que la somme d'xi soit maximale et bien sûr le vecteur U soit unitaire. Donc, d'accord, on va essayer donc de définir, de déterminer explicitement, mathématiquement, que représente la somme xi au carré. D'accord? Donc, la somme de toutes les informations au carré doit être maximale. Xi au carré, je peux le voir en tant que xi fois xi, ça veut dire la norme xi, c'est le produit scalaire, tu as les deux. Parce que xi au carré, c'est xi fois xi. Au contraire, xi, c'est la composante, donc c'est le produit scalaire, et donc c'est xi fois u. Donc c'est xi fois u fois xi, c'est ça. Ah oui, c'est le produit scalaire. Ah, c'est très bien. Ensuite, on fait donc pour x et on fait la somme. Donc, ce qu'on vient à chercher, la somme de ça. Ensuite, la transposée d'un produit, c'est le produit transposé. Mais il ne faut pas oublier, comme le produit, c'est-à-dire les vecteurs, c'est-à-dire la transposée en général, transposé en général, de manière générale, A fois B, c'est toujours transposé de B fois transposé de A, quel que soit. L'inverse de A fois B, par exemple, c'est B, l'inverse de B fois l'inverse de A. Il faut bien, c'est des notions de base qu'il faut bien appliquer en algèbre linéaire. Il ne faut pas oublier ça. Donc, transpose de x et fois u, c'est transpose de y fois et transpose de x. On a des fois x fois u normal. Comme la somme, elle est sur les i, donc TU HADA ne dépend pas de l'indice. Je peux le faire sortir maintenant. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste la somme des i, transposée xi fois xi, fois u. Alors, HADA xi, c'est vecteur ligne. La somme, donc vecteur ligne fois vecteur colonne, c'est tout revient. Vous pouvez le faire avec l'exemple précédent. Ce n'est que le produit. Tu as les deux matrices. Matrice par sa transposée. C'était x fois x. C'est normal. Une fois tu as ligne, une fois tu as colonne, c'est les mêmes variables, c'est les mêmes données. Donc, il s'agit du produit. Après que tu as deux produits de matrice A fois B, qu'est-ce que vous faites? Tu as deux lignes, colonne, ligne, colonne, ligne, colonne. Comme maintenant, je prends transposé de xi et xi, c'est-à-dire si je prends la colonne de xi, et là, je prends l'individu. Je prends la ligne. Donc, un ligne, colonne, donc la somme n'est que le produit des deux matrices. D'accord? TU reste, ne change pas. Donc, finalement, tout revient à maximiser la somme TU, TXX fois U sous la contrainte que la norme de U égale 1. Alors, vous allez me dire, allez, le passage. On peut pas se, on peut pas se, ensuite, si elle est inconnue, il faut qu'on utilise les données qu'on a, on est en train de chercher. Des données, de chercher. Elle n'est pas, c'est une variable, c'est inconnu. Parce que on est en train de projeter. La droite main est inconnue. Un petit peu dans
déterminer c'est par le vecteur générateur U. C'est clair? Très bien. S'il y a un problème, vous m'arrêtez, s'il vous plaît. Hein? D'accord. Donc, on a justement, on a donc maximisé cette quantité sous la contrainte HADI. Ce type de problème est appelé problème d'optimisation avec contrainte. Pour le résoudre, il y a un théorème, il y a un résultat, il y a une méthode qui est connue, elle s'appelle méthode du Lagrangien. Donc, le problème où est-il? Donc, لازم نحكوا على هذا البروبليم باش نلقاو هاد لي زيكس ديالها باش ناكسيميزيوها لازم نعرفوا est égal à quoi. Donc, maximiser ça revient à maximiser cette quantité qui est en jaune sous la contrainte, la norme de U égale à 1. Donc, ce problème-là, je peux noter comme ça. Le problème, je l'ai noté comme ça, c'est maximiser. Comme fonction projective. Elle dépend de la variable. Où est la variable? La matrice des données, elle est en train de chercher, c'est la droite, c'est l'axe. Donc, ce que je suis en train de chercher, c'est U. La fonction projective, on dit la contrainte. Donc, c'est un problème d'optimisation avec contrainte. Ce type de problème, on a un théorème, une méthode qui est appelée multiplicateur de Lagrange. Cette méthode de multiplicateur de Lagrange, elle consiste à faire quoi? Elle consiste à le problème, le présenter autrement sous forme d'une fonction. Avec l'écriture du Lagrangien. Il y a d'écrire, donc on va se baser sur la formule, نكتبوا le problème تاعنا. Donc, le Lagrangien, le multiplicateur de Lagrange, est une méthode d'optimisation qui nous permet de trouver donc la solution du problème. Alors, pour résoudre avec le problème, il faut tout d'abord écrire le problème sous la forme de Lagrangien, qui consiste à faire quoi? À définir une fonction, d'accord? Définir une fonction Lx lambda égale f de x plus lambda fois g de x. Alors, cette fonction, elle est constituée de quoi? Les variables donc, qui figurent dans la fonction à optimiser, donc x, grand x, c'est la variable, lambda, voici le multiplicateur de Lagrange qu'il faut déterminer, et f de x, c'est la fonction imposée. Donc, avec le problème à maximiser, présenté sous forme d'une équation. d'optimisation avec contrainte هما وشنو؟ عندكم وحدة تكون ثلاثة وعندكم une équation. Vous remarquez donc parce que هكذاك ما تقدروش تخدموا. Donc qu'est-ce qu'on fait? Le problème tout revient à représenter ce problème sous forme à contenir la condition objective. D'accord? Au final, la variable qui est lambda, le multiplicateur inconnu à déterminer. De cette équation, une fois on l'a mise sous forme de cette équation, la solution, ce sera la solution de dérivée partielle. Là, je vais avoir deux variables, grand X et grand X qui nous fait à plusieurs. Donc, on dit les variables de X, soit on dit la variable lambda. Donc, la solution à résoudre, c'est les équations différentielles de dérivée partielle, dl par rapport à xi tout dérivé par rapport, mais toujours sur la contrainte g de x. Donc finalement, tout revient à résoudre dl par rapport aux variables x. Donc, c'est le modèle. C'est le modèle. Tu as le multiplicateur de Lagrange, tu as la méthode. Et on va essayer de le mettre sous cette forme-là. G de x, c'est la contrainte. La contrainte, c'est-à-dire U moins 1 égale à 0. U, la norme de U moins 1.
La fonction à optimiser fois transposée. Donc, c'est la fonction. Ou lambda, c'est le multiplicateur de Lagrange. Donc, le problème qu'on a peut être mis sous la forme suivante. On a la variable, le vecteur. Donc, un des U à chercher. Le multiplicateur de Lagrange, c'est un paramètre. Il va présenter après. Donc, c'est un paramètre à déterminer les fonctions, les problèmes d'optimisation. Donc, on dit la fonction à optimiser j'ai de x, bon, j'ai de lambda, j'ai de u. La contrainte, j'ai une seule contrainte. La contrainte, c'est que la norme de u égale à 1. En général, la contrainte moins 1. Donc, la contrainte pas égale à 0. Donc, sur la solution indique, vous mettez la fonction qui est que la norme de u égale à 1. Maintenant, la norme de u moins 1 égale à 0. Donc, je mets la fonction. Je ne mets pas la norme de u égale. La norme de u égale à 1, ça n'a pas de sens. Donc, l'équation. G de u, la norme de u moins 1. OK? Donc, elle va représenter la fonction G de u. Donc, tout revient finalement à résoudre cette fonction avec la fonction. Pour la résoudre, il suffit de par rapport à u, les deux variables, par rapport à lambda. Donc, il suffit de dériver par rapport les deux paramètres, les deux variables. Très bien. On a la première dérivée par rapport à U. On a qui on peut transposer de U bien U. Où je m'entends? La variable est U. Qui on peut transposer de U? C'est-à-dire, il y a quand ligne. C'est des colonnes. Les quand colonnes, il y a des lignes. Donc, c'est la même chose. Seulement, on positionner verticalement bien horizontalement. Donc, les variables là, U, c'est les mêmes. Donc, la dérivée par rapport à U, c'est quoi? C'est la dérivée de ça fois ça, plus la dérivée de ça par rapport à U fois ça. Comme elle transpose de U, ce n'est que de U. Donc, le résultat, c'est combien? Le résultat, c'est 2 fois transpose de xx fois U. C'est clair? Parce que U, c'est quoi? Nous allons dire que U, c'est xy. On a tout en ligne. Xy. Transpose de U, c'est quoi? C'est xy toujours, mais seulement il est vertical. Donc, quand je dérive par rapport à U, c'est par rapport à xy. Donc, c'est la même chose. OK? J'ai rien changé. Donc, c'est pour ça, donc, le résultat ici, la dérivée, c'est 1 fois ça, plus c'est par rapport à U, c'est ça, fois ça, donc c'est la même chose, c'est 2 fois txx fois U. En bas, maintenant, je dérive par rapport, la même chose par rapport à U, qu'est-ce que j'aurai? Donc, par rapport à TU, donc c'est 1 fois U, par rapport à c'est 1 fois TU, c'est qui, donc c'est 2U. Moins 2U fois lambda égale à 0. Quand je dérive par rapport à lambda, regardez quand vous dérivez par rapport à lambda, elle ne dépend pas de lambda. La fonction objective ne dépend pas de lambda. Donc, ça dérive par rapport à lambda, c'est 0. Très bien. Donc, nous avons deux cas à droite. Je dérive par rapport à lambda. Qu'est-ce qui va fois U moins 1. La dérivée de L par lambda égale à 0. Qu'est-ce que je récupère? Je récupère, TU fois U égale 1. Je récupère la norme de U égale à 1. Donc, quand je dérive finalement par rapport à lambda avec le multiplicateur de Lagrange, je récupère la contrainte. C'est très, très intéressant comme méthode. D'accord? Quand vous dérivez par rapport au multiplicateur avec lambda, on récupère en général la contrainte. Donc, tout revient finalement à dériver par rapport à l'inconnu, ce que vous êtes en train de chercher. Là, on cherche le vecteur U, donc, c'est le plus important. Là, on faut. Donc, tu auras toujours une contrainte. Une contrainte. Très bien. Donc, on a 2 tx fois u moins 2 lambda fois égale à 0. Donc, vous remarquez bien que je peux simplifier par 2. Il y aura tx fois u moins lambda égale à 0. Vous allez voir, on va retomber sur un résultat très, très intéressant. Donc, égal à 0, ce qui revient à dire que tx fois u égale lambda fois u. Alors, x, c'est la matrice donnée. Transposer de x, donc présenter la transposée, c'est quoi la transposée? Il ne faut pas oublier qu'on a transposé d'une matrice, c'est la matrice, seulement les colonnes et les lignes deviennent les colonnes. Donc, c'est tout. Donc, tx fois x est une matrice, u est un vecteur, lambda, donc inconnu à déterminer, ou u est un vecteur. La définition, je m'entends, on a une matrice. Donc, comme si j'ai a fois u,
égale lambda fois U. D'après la définition, d'après l'écriture A fois U égale lambda U, ça veut dire quoi? Ça veut dire U est un vecteur propre de la matrice Hadi grand A associé à la valeur propre lambda. Alors justement, l'analyse des données, l'analyse multidimensionnelle, on représente les données sous forme d'un tableau d'une matrice, c'est justement pour faire appel après à la théorie de l'algèbre linéaire. On va les notions les techniques qu'on va utiliser pour l'algèbre linéaire, on va les utiliser. Mais ce qui est bien, vous allez voir, donc je vous dis le premier résultat qui est très très intéressant, mais ce qui est bien, donc les notions qu'on connaît, l'algèbre linéaire, valeur propre, vecteur propre, auront un autre sens qui est très très intéressant. D'accord? Donc, par définition, n'oubliez pas, par définition, tout d'abord, c'est quoi une valeur propre? Une valeur propre, c'est la racine, donc lambda est une valeur propre de la matrice 1. Maintenant, lambda est une racine du déterminant. La prochaine fois, on dit une petite révision. Lambda est racine du polynôme déterminant de 1 moins lambda identité. Vous savez bien que chaque matrice carrée, parce que les déterminants se calculent sur les matrices carrées, chaque matrice carrée a donc dimension n. Le nombre de valeurs propres égale la dimension de la matrice. Autrement dit, un dit matrice dimension 3, elle aura 3 valeurs propres. Un dit matrice dimension 4, elle aura 4 valeurs propres. Les valeurs propres, ils peuvent être réelles, ils peuvent être complexes, ils peuvent être différentes, ils peuvent être confondues, c'est-à-dire égales. D'accord? Même si j'ai une matrice réelle, les valeurs propres peuvent être complexes. On fera la prochaine fois donc un petit un petit rappel, mais juste pour n'est que U هذا finalement qu'on est en train de chercher. Vous remarquez bien qu'on s'intéresse au U, à ce qu'on est en train de chercher, n'est que le vecteur propre de lambda associé à la matrice Tx, X. Pour être bien clair, on va multiplier l'équation par on a choisi de transposer de U. Seulement, c'est pour condition qui est la norme, c'est tout. Et n'oubliez pas, la norme, c'est la norme, c'était TU fois U, parce que XY en ligne, XY en colonne, la norme tau, c'est X au carré plus Y au carré, c'est la racine. D'accord? C'est tout. Donc, c'est pour ça on a multiplié par T. C'est-à-dire, on peut écrire aussi la norme en fonction des vecteurs. La norme معروفة. XY, c'est à racine de X2 plus Y2. Mais Hadi, vectoriellement, comment elle s'écrit? Elle s'écrit produit scalaire TU fois U. C'est tout. C'est des produits scalaires en fonction des vecteurs. Sur les coordonnées cartésiennes, vecteur 1 de x, y, donc sa norme, c'est racine de x2 plus y2. OK? Sa norme au carré, c'est x2 plus y2. Mais du point de vue vectoriel, qui je n'écris les choses, c'est le produit produit scalaire, pardon, du vecteur x, y en ligne égale. Donc, TU fois U, c'est tout. Donc, c'est pour ça qu'on a multiplié par TU. Le chiffre de la norme de U, TUU, ou la norme de U au carré, ou la norme de U au carré, à l'aide de la contrainte qu'on a imposée, les outputs égale à 1. Ce qui est intéressant, justement, donc finalement, le résultat que j'ai eu, il est TU, TX, XU égale lambda. Qu'est-ce qu'on a vu? On a fait qu'on a la fonction objective. Donc, finalement, la fonction objective, il y a lambda, où lambda n'est que valeur propre du vecteur U. Donc, si on veut maximiser TU, TX, XU, tout revient à maximiser lambda. Donc, finalement, quoi? Le maximum de la somme de TU, TX, XU n'est que la valeur propre maximale de la matrice TX, X. D'accord? Je vais vous montrer les TU, TX, X. On remonte pour voir une chose. On a tout revient à maximiser. Et on est sous la contrainte. Donc, on est revenu sur la fonction objective qui est égale à lambda. Où lambda, c'était quoi? Valeur propre de la matrice TXX. Donc, maximiser on revient à maximiser lambda qui est la valeur propre TXX. Donc, finalement quoi? Finalement, on est en train de chercher U. U, qu'est-ce qu'il représente?
U, il représente le vecteur propre associé à la plus grande valeur propre de la matrice Tx. Premier résultat intéressant. Donc, la meilleure droite, ajustant le nuage de points, elle est engendrée par le vecteur normé U associé à la plus grande valeur propre de Tx. Est-ce que c'est clair? Allô? Vous m'avez suivi, s'il vous plaît? Alors, Yanis Aoutbani. Alors, pour les autres, s'il vous plaît, vous m'avez suivi? Donc, le a un résultat qui est très, très important. Donc, vous avez remarqué donc l'algèbre linéaire. On a fait une première année, deuxième année, même deuxième année, vous vous rappelez bien, reste à deuxième année tour. C'est quoi une valeur propre? Mais, cette valeur propre a un sens très, très important. Donc, vous remarquez, elle représente donc, et après, vous allez voir qu'est-ce qu'elle va représenter, les composantes principales. Elle va représenter, après, finalement, ce n'est que l'inertie, il y a l'information. Vous allez voir après plus loin que les autres paragraphes, il y a finalement des lambdaï qui sont normés ou la matrice donnée centrée normée, la valeur propre va représenter l'information en elle-même, c'est l'inertie à chaque axe, c'est l'inertie à chaque donnée par chaque axe. Je vais vous envoyer, bien sûr, je vais l'arranger, rajouter quelques informations si vous voulez, bien sûr. On va comme l'autre fois. Comme l'autre fois. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours me les préparer. Alors, vous pouvez nous envoyer des documents. Et bien sûr, je vais vous l'envoyer, Inch'Allah. Je vais l'arranger, c'est une battle comme arrangé Danick avec des. C'est-à-dire, donc, si vous avez des questions maintenant, selon vos questions, je peux rajouter, je peux, c'est-à-dire, pour l'améliorer, pour l'enrichir, ce que vous n'avez pas compris, ce que vous avez compris. باش نعاود نزيد له si vous voulez je vais le rajouter que d'autres fois نزيد له ونبعثه لكم. D'accord, pas de problème, bien sûr. Alors, seulement, peut-être qu'on va commencer à t'aider aujourd'hui, mais je préfère commencer la semaine prochaine parce que déjà, je voulais parler de ces notions. Mais on trouve tout de suite TD. Donc, je vais vous envoyer la série. En moins, essayez de préparer les premiers exercices. Parce que ce que je vous conseille, le module en lui-même, il n'est pas difficile, vous allez voir, il est très intéressant, mais il faut que vous s'exercez. C'est-à-dire quand même, il faut votre appliquer. Il faut s'impliquer. Parce que le travail, quand je peux m'appliquer, c'est pas intéressant. Donc, nous allons dire comme exercice. La solution, ma intéressante. Donc, bon, pour le premier